Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Le Covid qui fait reparler de lui, contestation inédite en Chine et en France risque aussi d'une nouvelle vague et le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés. Nous évoquons aussi la dernière ligne droite chez les Républicains, le PNF, Emmanuel Macron sur tous les fronts et puis une nouvelle histoire aussi autour du voile. Commençons d'un mot quand même sur les débats autour du Covid. La politique du zéro Covid commence à susciter la contestation en Chine. Est-ce que vous y voyez un signe qui pourrait faire vaciller le pouvoir à Pékin? Je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de la Chine, mais tout de même en tant que député européen. Moi, je ne prétendrai pas me prononcer sur la suite des événements parce qu'encore une fois, je crois qu'il faut, surtout quand on s'engage en politique, avoir la responsabilité nécessaire pour ne parler que de ce qu'on connaît vraiment ou de ce qu'on a travaillé. Ouais. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui est difficile à connaître parce que on sait évidemment l'ampleur de la censure que le pouvoir chinois exerce sur la société. Les protestations contre la politique zéro Covid, d'ailleurs, en Chine, elles ne commencent pas maintenant. Elles durent depuis déjà plusieurs mois. Mais c'est vrai que nous n'y avons pas porté assez attention. En tous les cas, elles ne sont pas parvenues jusqu'aux médias. Est-ce que l'Europe devrait s'en mêler aussi ? Finalement, parce que on a tendance, et ce qui est logique, bien souvent, à se mêler en fait quand il y a des contestations dans des pays d'une manière ou d'une autre. Là, on doit s'abstenir ou s'en mêler. Je crois que notre première responsabilité, c'est toujours de travailler sur nos propres pays et nos propres sociétés. Et il me semble que la leçon que nous donne aujourd'hui les héros qui se battent pour la liberté en Chine, mais aussi en Iran, par exemple, au fond, nous disent d'abord à quel point nous avons non pas seulement le droit, mais surtout le devoir de préserver nos démocraties en Europe et notre exigence de liberté. Ouais. La liberté est belle, elle est précieuse, elle est fragile aussi, et c'est la première leçon que nous devons, je crois, garder de ceux qui aujourd'hui s'engagent contre l'incroyable oppression du pouvoir chinois au nom de la politique zéro Covid. Mais en fait, cette politique zéro Covid est l'autre nom d'une politique de contrôle social généralisé. Et souvenons-nous, malgré tout, que cette politique zéro Covid, elle a tenté certains en Europe, dans nos propres pays, certains, je ne les accuse pas d'avoir voulu mettre en œuvre exactement ce que le régime chinois a fait à son propre peuple, mais malgré tout, souvenons-nous à quel point nous-mêmes, face au Covid, nous avons été souvent tentés d'abandonner nos principes les plus fondamentaux, notre exigence de liberté, d'égalité, de fraternité. Cette exigence-là, au fond, nous la recevons à nouveau de ceux qui aujourd'hui nous crient que nous n'avons pas le droit de renoncer à ce qui fait le cœur de nos démocraties. Oui, François-Xavier Bellamy, en France, il y a toujours ce débat, alors que l'on parle potentiellement d'une 9e vague, de la réintégration ou non des soignants non vaccinés. Le gouvernement n'a pas tranché. Que doit-il faire le gouvernement a tranché, il ne veut pas réintégrer les non vaccinés. Il attend aussi des avis en fait début janvier. Pour l'instant, ce n'est, pardon de le dire, Patrick Roger, mais ce n'est pas un sujet scientifique. C'est un sujet profondément politique. Pourquoi est-ce que je dis que ça n'est pas un sujet scientifique? Parce que depuis des mois maintenant, depuis presque le début de la politique vaccinale, nous savons très bien que, contrairement à ce qui avait été dit par les autorités gouvernementales les plus importantes, à l'époque, Jean Castex sur le plateau de TF1 avait promis que ceux qui étaient vaccinés ne pourraient plus être ni contaminés ni contagieux. Nous savons que c'est faux. Et nous savons que le vaccin a une utilité qui est certainement d'éviter les formes graves, et par conséquent, il est certainement utile pour les personnes les plus vulnérables aux formes graves du Covid, mais le vaccin n'empêche ni d'être contaminé, ni d'être contagieux, en particulier avec les variants actuels. Et donc, le fait de maintenir suspendus les soignants non vaccinés n'est pas un choix scientifique, c'est un choix politique. Moi, je suis très frappé parce que j'ai soutenu cette proposition, comme les Républicains l'ont fait à l'Assemblée nationale, de réintégrer les soignants non vaccinés. Et je reçois depuis plusieurs jours des dizaines de messages dont les plus critiques me disent que j'insulte la science, que nous insultons la science, que nous sommes anti-vax. Mais c'est, encore une fois, ridicule. Depuis le début de ce débat, depuis le pass sanitaire et le pass vaccinal, qui eux aussi étaient fondés sur des mensonges, on nous explique que s'opposer à ces dispositifs absurdes, c'est être anti-vax. Mais non, c'est savoir à quoi sert un vaccin. Et le vaccin, en l'occurrence, ne sert pas à préserver la contamination. La vraie folie scientifique, la vraie folie contre la rationalité et contre la logique élémentaire, c'est de demander à des soignants vaccinés mais positifs au coronavirus de venir travailler. Ce que l'État fait aujourd'hui. Le ministère de la Santé demande aux soignants qui sont positifs au Covid de venir travailler, y compris en EHPAD, avec des personnes vulnérables, alors même qu'ils ont pas dans les premiers jours.
pas dans les premiers jours. Même avec des symptômes, avec des symptômes mineurs. Et donc, on voit très bien que ça n'a aucun sens. Moi, à tout prendre, je préfère 1000 fois, si je suis vulnérable, être soigné par une personne non vaccinée et négative que par une personne vaccinée et positive au Covid. Encore une fois, la situation, le débat n'est pas scientifique parce que d'un point de vue scientifique, rien ne peut s'opposer à la réintégration des soignants non vaccinés. J'ajoute un dernier élément, c'est que du point de vue politique, il y a une injustice absolument majeure qui est faite à ces personnes, ces personnels soignants, personnel hospitalier, mais aussi médecins, personnel de santé, pompiers, tous ceux qui contribuent à la chaîne de soins que nous avons d'ailleurs applaudi tous les soirs à 20h pendant la première vague. Il y a une injustice majeure qui est faite à ceux qui ont estimé que de manière rationnelle, il n'était pas nécessairement bénéfique pour eux de se vacciner. Ils ne sont pas anti-vax. D'ailleurs, ils ont fait toutes les vaccinations obligatoires pour devenir soignants auparavant. Mais aujourd'hui, ils sont relégués dans une espèce de situation complètement improbable dans les limbes de leur métier, alors même que, encore une fois, s'ils ont commis une faute, il faut les sanctionner. Je veux dire par là qu'il y a un droit du travail et on s'assied sur les principes fondamentaux. Si on considère qu'ils ont commis une faute grave, alors il faut en tirer les conséquences. Mais on les suspend. Ça veut dire on ne leur donne plus de salaire, on ne les laisse plus travailler, mais on ne les licencie pas non plus, et donc on les prive de toute espèce de possibilité. C'est un choix politique que vous dénoncez ce matin. C'est un choix politique que je crois intenable, indéfendable, et encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait à l'instant de notre rapport à la démocratie. Je le redis, nous avons le devoir, dans un moment comme celui-ci, de défendre nos propres principes, et il me semble que malheureusement, nous sommes capables, le gouvernement est capable François-Xavier Bellamy, de les négliger absolument. Est-ce que vous vous ferez vacciner là, dans les jours qui viennent, ou vous l'avez fait déjà ou pas? Pour la 4e dose, pour certains? Quand on regarde, encore une fois, la réalité de ce que nous savons de l'efficacité du vaccin, je ne conteste pas que le vaccin soit bénéfique pour prévenir des formes graves. Il faut donc vacciner de manière évidente ceux qui sont en risque de faire des formes graves. Donc vous n'êtes pas en risque, vous n'allez pas vous faire vacciner. Mais c'est la rationalité, encore une fois, la plus élémentaire. Un ami me disait, en parlant des soignants non vaccinés, est-ce que tu monterais dans un avion dont le pilote pense que la Terre est plate? Bon, certainement pas, mais je pense que ça n'est pas du tout irrationnel de considérer qu'il faut vacciner d'abord ceux qui en ont besoin. En revanche, je ne monterai pas dans un avion dont le pilote pense qu'il est une fusée ou qu'il a des pouvoirs magiques. Et quand j'entends les gens qui défendent la vaccination expliquer qu'il faudrait vacciner même les enfants, je considère qu'il y a quelque chose de parfaitement contraire à la science dans cette position-là. François-Xavier Bellamy, l'affaire McKinsey, le PNF a ouvert une enquête sur l'intervention du cabinet lors des campagnes électorales 2017-2022. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire disent: il y a eu des erreurs, en tout cas Bruno Le Maire, mais maintenant, circuler, il n'y a rien à voir, on a corrigé. Qu'en pensez-vous? Bruno Le Maire répond, je crois, complètement à côté de la question quand il dit on a trop fait appel au cabinet de conseil. C'est sûr qu'un État qui a pourtant une administration pléthorique et qui met plus de 1 milliard d'euros dans le recours à des cabinets de conseil extérieurs, évidemment, ne montre pas une gestion très saine des deniers publics. Mais le sujet n'est pas là, Patrick Roger. Le sujet n'est pas là, en l'occurrence. L'enquête du PNF, elle est ouverte pour 3 motifs, et le premier, c'est pour une tenue irrégulière des comptes de campagne et une minoration d'éléments comptables. Derrière ces termes techniques, il y a le fait qu'en réalité, le PNF soupçonne que McKinsey a concrètement travaillé bénévolement pour la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 pour pouvoir ensuite en retirer des marchés publics, pour en retirer une proximité avec le pouvoir. Mais ça veut dire fondamentalement qu'une règle fondamentale de notre démocratie a été violée, qui est celle justement du non-recours à des personnes morales, à des entreprises privées. Quand vous faites une campagne politique, vous n'avez pas le droit de recevoir le soutien d'entreprises. Le problème, c'est que dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est le fond à titre bénévole, à titre tout à fait bénévole à côté. C'est interdit. Et pour Emmanuel Macron, ça n'est pas la première fois que ça arrive. Parce que souvenez-vous qu'en 2018, il avait déjà été épinglé par vos confrères dans plusieurs enquêtes pour avoir recouru à des prestations dont le prix avait été radicalement minoré par rapport, y compris à des campagnes concurrentes chez des entreprises privées. Et donc on voit bien que le risque, c'est celui que demain, une fois qu'une élection comme celle-ci a lieu, le pouvoir soit dans les mains d'acteurs privés et d'intérêts privés. Donc qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Pardonnez-moi, mais c'est quand même beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave que 2 costumes offerts par un affairiste de seconde zone. Vous revenez à François Fillon, on va pas relancer l'affaire. Souvenez-vous, vous étiez un proche de Souvenez-vous de ce à quoi François Fillon a eu droit, du procès perpétuel auquel il a été confronté. Là, nous parlons de choses qui sont autrement plus conséquentes et dont l'enjeu pour notre démocratie est autrement plus important. Qu'est-ce que vous en attendez alors de cette ouverture d'informations judiciaires? J'espère que la justice fera son travail, qu'elle le fera jusqu'au bout. Elle peut le faire sereinement, là?
Mais ça me paraît décisif parce que je le redis, ce qui est en jeu, c'est la réalité non seulement de la sincérité des scrutins passés, mais aussi ce qui est en jeu, c'est l'indépendance de nos autorités les plus importantes au sein de la République. Alors bien sûr, il faut respecter la présomption d'innocence, c'est une ouverture d'enquête, mais quand Bruno Le Maire répond que le sujet est clos et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quand Emmanuel Macron dit au fond « je n'ai peur de rien », eh bien je crois que c'est tenter de fermer trop vite une question qui mérite d'être posée jusqu'au bout, et j'espère que la justice fera son travail de manière parfaitement indépendante et avec une exigence absolue. Oui, François-Xavier Bellamy, vous aviez sonné la sonnette d'alarme il y a quelques semaines à propos justement d'un amendement en fait au niveau, pas d'un amendement mais d'une campagne européenne faisant la promotion du voile. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a un nouveau clip par le Conseil économique et social européen qui une nouvelle fois met une femme portant un hijab, c'est ça ? Alors non pas une mais 5. Oui, moi j'ai été stupéfait de découvrir cette vidéo, mais au fond on voit que c'est toutes nos institutions européennes qui sont finalement manifestement dans une forme de dérive qui est le symptôme de l'influence. Pourquoi, quel est le problème s'il y a d'autres femmes aussi, non ? Ça pose un problème selon vous ? Ça pose un problème majeur parce que d'abord la mise en valeur du hijab se fait de manière unilatérale. Il n'y a pas un seul signe confessionnel, ni chrétien, ni juif qui apparaissent. Et donc on voit bien au fond que ces clips qui ont pour but, en l'occurrence, de célébrer l'année européenne de la jeunesse, un projet tout à fait neutre, sont marqués par un biais politique, par un biais idéologique qui se vérifie dans d'autres images. Je n'ai pas écrit à la présidente du Conseil économique et social européen seulement pour lui parler de cela, mais sur le fait que dans les mêmes clips, on voit apparaître, par exemple, au motif de remercier la jeunesse pour son engagement, des images d'Extinction Rebellion, des images d'activisme intersectionnel. Toutes ces images, finalement, vont dans un seul et même sens. Il n'y a aucun pluralisme. Et au fond, on met toujours en valeur des manières de s'engager qui me paraissent être contraires même aux principes que l'Europe devrait toujours s'attacher à défendre. Je pense à Extinction Rebellion. Moi, j'ai été stupéfait de voir que le Conseil économique et social européen commence cette vidéo en disant « Nous remercions la jeunesse pour, avec cette manifestation d'Extinction Rebellion à Paris devant la Tour Eiffel ». Mais Extinction Rebellion, c'est un mouvement d'activistes qui prône la désobéissance, qui prône le fait de violer les lois en vigueur, qui prône l'occupation illégale de biens publics ou privés. Et donc on voit bien que finalement nos institutions publiques se font les vecteurs d'une idéologie qui veut détruire la crédibilité de nos propres institutions, de nos processus démocratiques, la légitimité des élections par exemple. Il me semble que de tels mouvements activistes ont droit plutôt à une explication de texte qu'au remerciement de nos institutions. Quelle suite il peut y avoir justement ? Vous avez écrit au Conseil économique et social européen. Moi, je mènerai un combat inlassable pour faire en sorte que nos institutions respectent l'état de droit. Elles parlent en notre nom, elles travaillent avec notre argent, avec les financements que leur confient tous les contribuables européens. Il n'y a aucune raison que ces institutions se fassent ensuite les vecteurs d'un agenda idéologique qui ne représente pas tous les citoyens européens. Moi, je suis un citoyen français. Avec mes impôts, je contribue à financer notamment cette institution. Je ne veux pas qu'elle finance, avec les moyens que je lui confie, une forme de propagande dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. Et donc je crois que si on parle d'état de droit, on en parle beaucoup au Parlement européen, si on parle de respect de la démocratie, et on a raison d'en parler, on doit obliger d'abord nos institutions à une neutralité objective, irréprochable en matière d'idéologie. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. La dernière ligne droite pour les 3 candidats à la présidence des Républicains, Ciotti, Retailleau, Pradier. Vous êtes toujours derrière Bruno Retailleau, pourquoi ? Je soutiens Bruno Retailleau parce que d'abord on est dans un moment où il faut tout refonder, tout reconstruire, et Bruno Retailleau qui est le mieux à même. Et il travaille depuis très longtemps. Vous savez, il avait écrit un livre qui s'appelle Refondation. Il travaille depuis très longtemps sur la nécessité de refonder sur le plan intellectuel, sur le plan de la vision, de refonder notre famille politique pour qu'elle puisse de nouveau parler à tous les Français et notamment à tous les électeurs de droite dont beaucoup d'études nous montrent qu'ils sont majoritaires dans le pays et que malheureusement ils ne trouvent pas que c'est le mieux placé pour parler à tous les électeurs de droite? Oui, c'est le mieux placé d'abord parce qu'il veut faire parler tous les électeurs de droite. Et le cœur de notre projet, c'est de rendre la parole aux électeurs de droite. Éric Ciotti dit lui qu'il prépare le terrain pour Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau le fera aussi ou pas? Mais pour nous, ce qui compte le plus, oui, Bruno Retailleau l'a redit d'ailleurs tout récemment lors du Conseil national, nous savons que Laurent Wauquiez est un candidat qui peut avoir demain toutes les qualités pour nous représenter. Mais ce que nous voulons faire, c'est, pour pouvoir l'aider, reconstruire une famille politique qui fonctionne vraiment et qui soit en mesure vraiment
évidemment de gagner des élections. Ça ne sert à rien pour nous, ce serait totalement contre-productif de le nommer candidat dans 3 mois et puis ensuite de faire quoi? Plus rien pendant 3 ans, attendre que nous soyons de nouveau dans une élection présidentielle. Mais la vérité, c'est que le plus important pour préparer l'élection présidentielle de 2027, ça n'est pas de commencer à en parler maintenant, c'est de commencer à travailler tout de suite aux défis qu'il nous faut relever pour reconstruire cette famille politique. Merci François-Xavier Bellamy, député européen LR, qui était l'invité de Sud Radio. Merci à vous.